Quand on regarde pourquoi il n'y a pas assez d'entrepreneurs ou de plateformes utiles, on se rend compte qu'en Afrique, on est 15% de la population mondiale, mais on attire 1% du montant levé en capital risque. Et je me suis dit, à un moment donné, au lieu de me plaindre, je ne suis pas une activiste, je peux devenir investisseur. Tous les signaux qui sont des biais, ou en tout cas qui sont des risques pour les autres, moi, ce sont des éléments d'appétit. Fatoumata Ba est fondatrice et présidente de Django Capital, une société de gestion de fonds d'investissement. Django, qui signifie futur en peul, participe à la création de startups africaines, des startups avec un impact social. Vous écoutez le podcast Making a Difference. Vous avez grandi au Sénégal, étudié au Togo, puis en France. Vous avez été diplômé d'une école de commerce et vous êtes revenu sur le continent pour l'aventure Jumia, n'est-ce pas ? Il y a près de 10 ans, j'ai cofondé Jumia. Donc, j'ai lancé et dirigé Jumia en Côte d'Ivoire, puis Jumia au Nigeria. Et ensuite, j'en ai piloté la performance pour une trentaine de pays et au-delà du e-commerce sur toutes les marques du groupe. Donc, e-commerce, livraison de repas à domicile, réservation d'hôtels en ligne et au-delà. Et il y a 4 ans, je me suis dit que créer des plateformes, c'était bien, mais utiliser mon expérience, ce qu'on appelle aussi mon track record, donc ma capacité à avoir eu des réalisations concrètes d'entrepreneurs pour aider à mon tour des entrepreneurs en Afrique, était vraiment ce que je voulais faire pour les années à venir. Et donc, j'ai décidé de créer Django, qui est un fonds d'investissement assez atypique. Donc, Django, ça veut dire demain, ou futur, ou avenir, en peul. Et ce qui m'a motivée à le créer, c'est que j'ai réalisé qu'il fallait créer de manière très, très massive, en moins de 30 ans, plus de 900 millions d'emplois, donc 30 millions par an en Afrique, alors qu'on en crée 3 millions. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure manière de relever ce défi. En vous écoutant, on ne peut pas vraiment ignorer cette impression qui ressort de façon très forte. On sent bien que vous avez le feu sacré de l'entrepreneur, mais on ressent aussi un très fort sentiment d'utilité. C'est pas aussi, c'est le cœur, c'est la base. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi qui suis africaine, fière de l'être, qui n'ai pas d'autre passeport, je me suis quand même inspirée d'une philosophie japonaise à un moment donné pour réfléchir dans ma carrière. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'ikigai, ça veut dire la raison d'être. Oui, je vois très bien. Et vous avez 4 cercles concentriques, donc de quoi le monde a besoin, la mission, ce que vous aimez faire, la passion. Ensuite, ce en quoi vous êtes fort, ils appellent ça vocation, et ce que vous pouvez faire comme activité rémunératrice, donc la profession. Et en fait, moi, j'ai démarré ma carrière dans une équipe de conseil en stratégie et j'étais très, très bien payée, j'étais très, très forte. Mais je me sentais un peu vide parce qu'en fait, je conseillais surtout des entreprises françaises cotées et donc, j'avais pas d'impact direct sur l'Afrique. Et en plus, le conseil, c'est très indirect parce que vous conseillez quelqu'un, c'est pas vous qui appuyez sur le bouton. Et moi, j'ai un sentiment de ownership, comme disent les Anglais, de posséder les sujets, de les incarner très, très élevé. Ensuite, je suis devenue entrepreneur, donc ça a été incroyable mon aventure chez Jumia, en lançant un leader du e-commerce en Côte d'Ivoire et puis en le dirigeant dans d'autres pays. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, il y avait un impact positif parce qu'il y avait des externalités positives. Au moment, par exemple, où je quittais l'aventure, on avait déjà créé 5 000 emplois directs, près de 70 000 emplois indirects, donc c'était pas mal. Mais j'avais besoin de lancer un projet, donc Django, où en fait, la mission était au centre. C'était le point de départ. C'était pas qu'une externalité positive. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en partant du coup des défis de l'Afrique de demain, de 2050, donc ce fameux Django, avenir ou futur, je me suis dit, il faut qu'on crée des emplois massivement, donc il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Et il y avait 2 autres sujets qui étaient importants pour moi aussi, qui sont l'essentiel de ma thèse d'entrepreneur et d'investisseur aujourd'hui. Comment accélérer l'accès à des services ou des produits essentiels pour le plus grand nombre d'Africains. Ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être les services financiers. Comment aussi accélérer l'accès au marché pour les PME, ou l'accès à la logistique pour les PME, ou l'accès au financement pour les PME. En fait, ce sont des sujets qui sont très connectés à l'économie réelle. Et c'est très important pour moi que le modèle africain d'investissement en capital risque et en technologie ne soit pas une copie des modèles occidentaux, notamment de la Silicon Valley. Moi, je pense qu'au-delà de l'entrepreneuriat qui peut être une réponse aux défis de création d'emplois, que la technologie, ça peut être au contraire un vecteur de création d'opportunités pour le plus grand nombre. C'était important pour moi de créer Django qui a, en fait, je pense, 2 priorités. La première, c'est l'impact économique. Parce qu'en fait, pour moi, des fonds d'investissement, ou en tout cas des acteurs qui ne regardent qu'un extrême, c'est-à-dire que le profit, ou qui ne regardent que la dimension aide. Des fois, vous entendez parler de mots que ma génération ne supporte pas, comme charité. On veut ni de profit prédateur, ni d'une charité. On veut une relation équilibrée. Et équilibrée, ça veut dire des entreprises qui sont commercialement viables. Et comme elles sont commercialement viables, elles vont payer des taxes, elles vont employer des gens, et elles vont rendre un service ou commercer des produits qui vont être utiles à la société.
Et la deuxième jambe, c'est l'impact social, parce qu'en fait, nous, on a des défis d'inclusion qui sont absolument considérables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'Europe a pris 150 ans pour passer de 250 millions à 750 millions d'habitants. Si on regarde par exemple la Chine, on n'y est pas encore, ça prendra à peu près 100 ans de passer de 500 millions à 1,5 milliard d'habitants. En Afrique, ça nous prend 2 fois 30 ans de passer de 600 millions à 2,5 milliards. Donc personne n'a jamais eu à relever ce défi de manière aussi forte, de manière aussi rapide, de manière aussi massive, tout en n'ayant pas le droit de faire comme les autres. Donc par exemple, la Chine, elle a réussi à travers la révolution industrielle à sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. C'est inspirant, mais nous aujourd'hui on nous dit qu'on ne peut pas faire avec des énergies fossiles, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Vous écoutez Making a Difference, le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Quelle méthode, solution, éprouvée ou innovante d'ailleurs, pourrait selon vous aider le continent dans cette transition démographique ? Moi je suis une optimiste pragmatique, donc je me suis dit, il faut plus de plateformes utiles, 2, il faut plus d'entrepreneurs. Mais derrière, quand on regarde pourquoi il n'y a pas assez d'entrepreneurs ou de plateformes utiles, on se rend compte qu'en Afrique, on est 15% de la population mondiale, mais on attire 1% du montant levé en capital risque. Et je me suis dit, à un moment donné, au lieu de me plaindre, je ne suis pas une activiste, je peux devenir investisseur. Tous les signaux qui sont des biais, ou en tout cas qui sont des risques pour les autres, moi, ce sont des éléments d'appétit. Je vous donne un exemple, ou plusieurs. Donc au-delà de cette disparité sur 15% de la population mondiale, 1% de montant levé, vous avez plein d'autres disparités. Vous avez des disparités, par exemple, en termes de géographie. Il y a 4 pays qui concentrent entre 70 et 90% de tout l'argent levé sur ces dernières années. Nigeria, Égypte, Kenya, Afrique du Sud. Donc on sait que la tech crée notamment de la performance économique, mais de l'impact social. Ça doit être aussi à portée de main des autres pays, et surtout dans les autres pays, parce qu'ils en ont peut-être encore plus besoin. Moi, le premier fonds que j'ai levé pour pouvoir investir, il a investi dans 54% d'entrepreneurs francophones. Donc quand on les cherche, on les trouve. De la même manière, les femmes entrepreneurs en Afrique, c'est un sujet qui me tient forcément à cœur, en étant moi femme entrepreneur africaine auparavant. On a le taux le plus élevé d'activité entrepreneuriale dans le monde, avec 26% de taux d'activité entrepreneuriale. Le pays d'ailleurs dans le monde où il y a le taux de femmes entrepreneurs le plus élevé, c'est le Ghana, avec près de 40%. Et pourtant, on a un déficit de financement de plus de 42 milliards de dollars. Quand bien même on arrivait à absorber et à résoudre ce déficit de financement, McKinsey prévoit qu'on créerait 300 milliards de dollars supplémentaires de PIB. Tout le monde en veut de ce PIB, donc ça ce n'est même plus comme une question d'inclusion, ou d'égalité, ou de parité, ou d'activisme. C'est une question d'opportunité économique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne réponse que de l'adresser en tant qu'investisseur économique. Et puis il y a d'autres disparités. Par exemple, en général, il y a plus d'argent sur la partie aval de la chaîne de valeur. Vous avez ce qu'on appelle le capital développement, qui est un petit peu plus mature. Vous avez aussi ce qu'on appelle le late stage VC en anglais. En français, c'est le capital risque, mais qui arrive lorsque les entreprises sont un petit peu plus matures, quand elles ont déjà généré beaucoup de revenus, quand elles sont déjà certainement profitables, etc. Et ça, c'est très développé. En revanche, le capital risque early stage en anglais, c'est-à-dire le démarrage, l'amorçage, et jusqu'aux phases de croissance, ça, c'est encore très, très peu financé. Et c'est la partie la plus importante, parce qu'en anglais, une entreprise technologique s'appelle une start-up, et la partie la plus dure, c'est starting up, c'est démarrer. Et vous avez en fait un taux d'échec de 70% pour les startups dans le monde entre l'année 2 et 3. Nous, on investit dès le début, donc on peut investir entre 50 000 euros et 5 millions d'euros. Mais en plus, au-delà juste d'investir, on est aussi des partenaires opérationnels. Donc on staffe des gens en marketing, en finance, donc sur tous les aspects clés, en product management, en service client, donc qui sont importants pour réussir une startup, et sans surcoût. Parce que notre incentive, c'est qu'ensuite, la startup ait une meilleure performance, qu'elle ait un meilleur impact, et ensuite, du coup, l'investisseur est content, le fonds est content, et l'entrepreneur est content. Donc, il y a des manières de les risquer. Puis peut-être un dernier biais dont on peut parler rapidement, c'est le biais sectoriel. Pour moi, la technologie, c'est une opportunité horizontale, parce qu'en général, les gens vont dire « je vais investir dans la tech et dans les autres secteurs ». Je dis non. La tech, elle peut accélérer, tech-enabled, elle peut accélérer tous les secteurs de l'économie. Donc, on peut avoir des entreprises qui, grâce à la technologie, ont des meilleures solutions logistiques, ont des meilleures solutions de distribution, des meilleures solutions de santé, des meilleures solutions de mode ou d'industrie créative, qui est aussi un très gros potentiel. Et historiquement, il y a 10 ans, l'essentiel des investissements qu'on voyait arriver était pour l'accès à l'énergie et l'accès aux services financiers. Et donc moi, c'est important qu'on montre, et c'est mon portefeuille aussi qui est assez éclectique, donc il est toujours centré sur les entreprises technologiques. Enfin, je suis sur tous les secteurs. Donc je finance toujours de la logistique, de la santé, de l'industrie créative, de la mode, de la mobilité, du retail, du food, de l'agriculture.
de nourriture. Parce que c'est important, on est dans un contexte d'inflation. 60% de la parité de pouvoir d'achat en Afrique va dans la nourriture. C'est pas peut-être le sujet le plus sexy pour la Silicon Valley, mais moi j'ai un énorme sentiment d'utilité en Afrique en faisant ça. Oui, je comprends tout à fait votre démarche. Vous trouvez que c'est compliqué d'être une femme entrepreneur ? Comment vous vous sentez perçue ? C'est marrant parce que j'en parlais hier soir à ma maman. Elle me rappelait beaucoup d'événements que je lui avais racontés que j'avais oubliés. Et le nombre de fois où j'étais dans des rendez-vous avec des gens de mes équipes qui étaient essentiellement africaines, mais quelquefois internationales sur des savoir-faire qui étaient par exemple nouveaux dans un pays donné, et où on va regarder la personne étrangère, donc le DG en face, où des fois on va me demander, bon alors, est-ce que vous avez commencé à prendre des notes ? Parce qu'ils vont penser que j'étais la secrétaire, qu'ils avaient du mal à imaginer que j'aurais pu être la présidente directrice générale. C'est la même chose, aujourd'hui j'ai un fonds d'investissement qui est régulé. J'ai une licence de gestionnaire de fonds de l'autorité des marchés financiers en France. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans des réunions de notre écosystème, qu'on me demande soit pour quel fonds je travaille, ou on m'a confondu une fois pour la Head of ESG, donc l'impact social. En général, on va penser que les femmes font du partenariat, du marketing et de l'impact. Je trouve que ce sont des métiers très louables, que je salue. En l'occurrence, je suis fondatrice, actionnaire majoritaire, présidente exécutive de mon fonds d'investissement, comme je l'étais de ma start-up. C'est vrai qu'il y a quand même un chemin à parcourir. Et c'est un chemin de perception, c'est un chemin d'opportunité. Une fois qu'on s'est dit ça, moi je pense que j'ai une énergie entrepreneuriale forte parce que je vois des défis qui sont les défis de mon continent. Je les vois comme des opportunités si on sait les adresser. Et si on ne les adresse pas, je les vois comme des énormes risques. Et c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence qui est très élevé chez moi. Comment on peut faire justement pour relever ces défis ? Je ne sais pas si vous connaissez cette étude de la Fondation Mo Ibrahim qui s'intéresse à la motivation de terroristes. Donc dans les 3 raisons qui étaient données, dans les 2 ou 3 raisons, il n'y avait aucune raison idéologique, aucune raison théologique, il n'y avait aucune raison qui était vraiment liée à une foi. Donc la première raison, c'est qu'apparemment ils avaient un salaire tous les mois, $500. La deuxième raison apparemment, c'est qu'ils avaient un statut social, parce qu'en étant chômeurs, ils n'étaient pas considérés. Et voilà, et la troisième raison, c'était une raison encore plus triviale et personnelle. Bon, des fois il y avait des rapts, ils avaient par exemple la possibilité d'avoir une épouse. Donc c'est des choses qui sont liées, je pense, à la motivation d'avoir des opportunités économiques décentes, de se sortir d'une situation difficile et d'avoir un rôle dans la société. Et donc je me dis, si on arrive à donner des opportunités économiques décentes au plus grand nombre de jeunes Africains, j'espère qu'il n'y aura plus grand monde dans des bateaux qui traversent la Méditerranée. Et donc pour moi, c'est une solution. Donc soit en fait, je me résignais, parce que je suis un petit peu, vous l'avez compris, passionnée. C'est des choses qui me réveillent la nuit, typiquement. Soit on se résigne et on sait qu'on va vers le chaos, parce qu'en fait, en général, les Occidentaux disent que sans paix, vous n'avez pas de prospérité économique. Pour moi, c'est le contraire. Sans prospérité économique, vous n'avez pas de paix. Donc, soit on se résigne à quelque chose qui ne va pas être très sympa dans 30 ans. Il y aura 900 millions de personnes qui n'auront pas accès à l'emploi. Soit on se dit, ah non, c'est une opportunité. On va y arriver. Il faut qu'on y arrive. La technologie, c'est un levier accélérateur incroyable. Parce qu'en fait, ça nous permet de faire des sauts quantiques. On a vu tous comment on a été capable de passer de taux de bancarisation très faible à un accès maintenant aux services financiers mobiles qui est le plus développé du monde. 50 à 60% du PIB du Kenya passe avec des services financiers mobiles. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas dans la Silicon Valley, ça n'existe pas en Chine, au Japon, que sais-je. Donc on a la technologie qui peut nous permettre, je pense, de faire ces bonds impressionnants dans le progrès. On a, je l'espère, l'entrepreneuriat qui est un vecteur de création d'emplois. Des gens qui vont créer leur propre emploi et qui vont en créer pour les autres. Et ensuite, pour moi, le capital risque, en tout cas comme je le pratique, qui pour moi peut être un vecteur d'égalité. Et mon premier fonds, je l'ai investi dans 56% de femmes. Et aujourd'hui, on a été soutenu par des investisseurs de premier plan, donc au nombre desquels, évidemment, la Banque africaine de développement, mais aussi la Banque européenne d'investissement, mais aussi Proparco, donc la partie financière de l'Agence française de développement, mais aussi, et avec beaucoup de fierté, beaucoup d'investisseurs commerciaux. On a par exemple une entreprise allemande qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a une deuxième entreprise allemande qui est aussi leader dans son domaine des médias. Et enfin, par exemple, on a un investisseur qui est très iconique dans le monde de la gestion d'actifs, puisqu'il a cofondé les entités européennes et d'Asie du Sud-Est d'un des plus gros asset managers dans le monde, qui s'appelle KKR en français. Et donc, ça vous montre aussi qu'il y a des gens comme les financiers du développement qui se disent « on va investir dans le fonds de Fatoumata parce qu'elle va investir dans des startups qui vont créer de l'impact ». Mais il y a aussi des gens qui se disent « on va investir dans le fonds de Fatoumata parce qu'elle va investir dans des startups qui génèrent une performance économique forte ». Et l'un va avec l'autre. L'un doit aller avec l'autre dans le contexte africain qu'on vit aujourd'hui et qui nous attend dans 30 ans. Alors on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'Africa Investment Forum. Quelles sont vos impressions sur l'événement, sur la plateforme ? Pourquoi j'aime AIF ? C'est que pour moi, c'est le seul événement qui est à l'intersection de 2 choses essentielles. C'est
quand même l'Afrique, et 2, c'est la notion d'investissement et de deal. Vous avez soit beaucoup d'investissements, parce que vous avez soit beaucoup d'événements qui sont centrés sur l'investissement, mais qui sont soit globaux, ou qui ont une thématique emerging markets. Dans les emerging markets, ou dans les marchés émergents, vous pouvez mettre aussi bien l'Amérique latine que l'Asie du Sud-Est. C'est pas toujours le plus pertinent pour nous, Africains. Soit vous avez des événements qui regardent l'Afrique, mais qui vont le regarder sous un angle de régulation, de policy making, d'autres thèmes qui sont des thèmes importants, mais pas sur l'angle de l'investissement. Or, je l'indiquais, l'Afrique, c'est encore moins de 6% des investissements directs étrangers, IDE, et c'est moins de 1% du capital risque. Donc on a besoin de plus de deals, et on a besoin de plus d'investisseurs qui cherchent une performance économique, qui prennent leurs responsabilités d'acteurs d'inclusion sociale et d'impact environnemental positif, et qui le font avec une mentalité que promeut l'AIF. Je suis très, très, très heureuse de voir aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs africains de fonds. Donc, alors, moi, de mon côté, c'est intéressant de voir des investisseurs potentiels dans mon fonds, mais là où c'était assez fascinant, c'est de voir le nombre de demandes que j'ai de startups qui souhaitent recevoir un investissement de mon fonds. Donc, le deal-making se fait dans les deux sens, n'est-ce pas ? Merci de nous avoir transposés dans cet avenir dynamique et optimiste, où générer des profits tout en exerçant un impact social devient possible, où les nouvelles technologies seront le levier du développement africain, notamment pour faire face aux enjeux d'emploi des jeunes. C'était Fatoumata Ba, fondatrice et présidente de Django Capital, au micro de Mina Mamri. Vous écoutez Making a Difference, le podcast de la Banque africaine de développement, le podcast qui raconte l'histoire d'une Afrique dynamique. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site web, sur YouTube et sur toutes les plateformes auxquelles vous êtes abonnés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, X, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et suggérer des thèmes pour les prochains épisodes.